Asgard, un pays du Grand Nord, dans lequel le peuple qu'on pourrait qualifier de martyr, car prisonnier à jamais du grand froid, vénère la divinité Odin. Celui-ci est représenté par la princesse Hilda de Polaris, qui veille à prier Odin sans cesse afin de maintenir le grand froid dans Asgard pour qu'un certain équilibre sur Terre se perpétue. Malgré toute la souffrance qu'engendre le manque de verdure, de soleil, etc., le peuple d'Asgard ne s'est jamais plaint et voue une totale confiance en Hilda et en leur dieu Odin. Hilda, possédée par l'anneau des Nibelungen, arrêtera ses prières. La fonte des glaces a ainsi débuté et il ne reste que 12 heures avant que toute la glace ait fondu et avant que la terre ne soit submergée par les eaux. Athéna et ses chevaliers se rendront donc à Asgard. Nos chevaliers doivent donc briser l'anneau des Nibelungen et pour cela ils ont besoin de l'épée de Balmung, épée légendaire de Odin. Mais pour pouvoir s'emparer de cette arme, nos héros ont besoin des saphirs présents sur chacune des armures divines d'Asgard. On nous sous-entend ainsi que nos chevaliers vont devoir se battre à mort contre les guerriers divins. Les guerriers divins ont pour mission de protéger Odin, le représentant de Odin et les terres d'Asgard. Salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, préparez votre doudoune car nous allons partir dans le grand froid d'Asgard et nous allons surtout parler des différents guerriers divins et surtout se poser la question, qui parmi les guerriers divins est le plus puissant? En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire déjà lequel des guerriers divins est votre favori. Quel guerrier divin est le plus fort? C'est parti! Mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par Anime Box Candy. Anime Box Candy vous propose énormément de produits importés directement du Japon. Des figurines, des jeux vidéo exclusifs, des bouquins que l'on trouve uniquement au Japon et surtout, leur magnifique box. Découvrez les abonnements Anime Box Candy dédiés aux goodies d'animation japonaise. Chaque mois, recevez 15 véritables goodies directement du Japon, y compris le célèbre magazine V-Jump. Des snacks japonais délicieux, des boosters de cartes Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Yu-Gi-Oh! Et j'en passe. Alors plongez dans l'univers de vos animés populaires préférés avec des produits authentiques importés directement du Japon. Et vous recevez une box de ce style-là. Oui, ça ressemble à une pizza. Vous avez l'impression que vous avez commandé une pizza. C'est-à-dire que vous avez faim, vous commandez ça. Non, ce n'est pas une pizza. Mais c'était pas grave parce qu'à l'intérieur, vous avez aussi quelques bonbons aussi pour vous nourrir. Regardez-moi toutes les dingueries qu'on a dedans. C'est magnifique. Non, vraiment, Anime Box Candy, c'est la base, les amis. Foncez, le lien est en description, n'hésitez pas. Thor de Fegda, braconné sur les terres d'Asgard pour nourrir les pauvres. Il fut attrapé par des gardes et aurait pu être tué sans l'intervention d'Hilda. Depuis, il est très dévoué à la prêtresse, bien qu'aujourd'hui, il ne comprend pas son comportement depuis que celle-ci fut contrôlée par l'anneau des Nibelungen. Mais sa fidélité envers elle est si forte qu'il se battra quand même de son côté quoi qu'il arrive. Il affrontera Seiya dans un combat à mort, où le chevalier de Pégase l'emportera. Car Thor sera empreint au doute après avoir senti le chaleureux cosmos de Athéna qui lui rappellera celui de Hilda avant que celle-ci ne parte en cacahuète. Thor, entre guillemets, va perdre l'envie de se battre, car il sait que sa princesse est possédée par une force obscure, et que celle-ci est en train de faire couler le royaume d'Asgard. Thor mourra ainsi les larmes aux yeux. Fenrir d'Aliot ne se bat pas tout seul, il se bat avec des loups. Loups qui sont ses amis. Il semble vouer une haine profonde envers l'être humain. Mais pourquoi donc? Lui qui était issu d'une noble famille verra un jour sa vie basculer, car lors d'une balade en forêt, ses parents vont se faire tuer par un ours, et les personnes qui les accompagnaient vont fuir comme des lâches, laissant le petit Fenrir à la merci de ce robuste animal. Mais Fenrir sera alors secouru par des loups, et depuis, il vit avec eux. Fenrir affrontera Shiryu dans un combat déchirant où le chevalier du dragon aura bien morflé. Shiryu va réussir à l'emporter, certes grâce à la colère du dragon, mais déclenchera cependant une avalanche. Fenrir trouvera ainsi la mort. On aura alors le droit à une scène déchirante, puisque suite à cette avalanche, les loups vont essayer de le réanimer Fenrir, mais il est trop tard pour lui. On voit des loups remplis de chagrin, tout ça mélangé avec une OST plus triste que jamais. Oh purée, les émotions. Même Shiryu va chialer, mais cela ne va pas s'arrêter là, puisque derrière, les loups vont s'en prendre au chevalier du dragon et le faire chuter dans un précipice. Hagen de Merak maîtrise aussi bien la glace que le feu. Il affrontera Yoga dans un volcan. Hagen est certes proche de Hilda, mais il est encore plus de sa sœur Freya. Et c'est ça qui est bouleversant, c'est que malgré sa proximité avec Freya, Hagen n'hésitera pas à se retourner contre elle tant il a juré fidélité à sa grande sœur Hilda. Lors de son combat avec Yoga, le chevalier du cygne va surtout crever de chaud, mais à part ça, on va pas se mentir, il va pas trop galérer à le défoncer. Yoga remportera ainsi ce combat grâce à l'exécution de l'Aurore. On aura alors le droit à un plan de Freya voyant le cadavre de son ami d'enfance à côté d'elle. Les émotions jusqu'au bout. Non, vraiment, l'arc Asgard, c'est une masterclass. D'ailleurs, les amis, j'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti une vidéo sur l'arc Asgard où on étudie en profondeur cet arc, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que l'arc Asgard est un arc incroyable. De fou! Oui!
Albéric de Maigrez est un assassin avide de pouvoir, et on apprendra surtout que celui-ci était présent lors de l'assaut de Poséidon sur Hilda, mais n'a pas bougé le petit doigt. Quel fumier! Albéric veut s'emparer de l'épée de Balmung et régner sur Terre. Il est totalement différent des autres, tous les guerriers divins sont animés par un cœur pur et des sentiments nobles, là où Albéric, lui, est une vraie ordure et entre guillemets le seul méchant de l'arc Asgard. Il veut la mettre à l'envers à tout le monde. Albéric a le pouvoir de contrôler la nature ainsi que la technique cercueil d'améthyste qui lui permet d'enfermer son adversaire jusqu'à ce que mort s'en suive. Et surtout, il est rempli de vices. Il n'hésite pas à jouer avec les sentiments de ses adversaires pour derrière leur mettre à l'envers. Avec ce vice, il réussira à enfermer Seiya, Marine et Yoga dans un cercueil d'améthyste et c'est Shiryu qui va se battre contre Albéric. Il doit tout faire pour vaincre celui-ci et ainsi sauver ses amis. Et ce combat, les amis, est très symbolique, puisque l'ancêtre d'Albéric avait affronté Doko de la Balance il y a des années. Et 2 siècles plus tard, Albéric est face à l'élève de Doko. C'est beau. Shiryu réussit finalement à vaincre son adversaire après un combat très laborieux. Franchement, Shiryu, on va pas se mentir, dans l'arc Asgard, c'est celui qui aura les combats les plus durs, et du début jusqu'à la toute fin de l'arc, il va prendre trop cher, miskin. Alors là, les amis, on est clairement sur mon guerrier divin favori. Mimé de Bennett Nash se bat avec une harpe et sera opposé à Shun dans un combat sublime. Le chevalier d'Andromède est donc opposé à un adversaire qui semble aussi pur que lui. Sa chaîne refuse de l'attaquer carrément. Ces deux-là se ressemblent énormément sous plein d'aspects et c'est ce qui rend ce combat autant stylé. Mais Mimé est un homme brisé, il cache en lui une souffrance qui l'a marqué à jamais. Mimé n'est pas en paix intérieure malgré ce qu'il laisse transparaître. Le guerrier divin semble trop puissant pour Shun car même la tempête nébulaire ne réussit pas à en venir à bout. Shun en PLS verra son frère Ikki lui porter secours, et cette arrivée va tout changer. Ikki cherche à tout prix à comprendre le passé de Mimé et celui-ci va finir par craquer et nous révélera son histoire. Et quelle histoire! Son père était Folkien, un des plus grands guerriers d'Asgard, toutefois il était très sévère et autoritaire avec le jeune Mimé qui était tout le contraire. Un jour, Mimé trouvera une photo de lui bébé avec ses parents biologiques, et c'est Folkien qui a tué ses parents et l'a adopté suite à cela. Mais une fois avoir eu suffisamment de puissance, Mimé décidera de venger ses parents et de tuer son père adoptif. Toutefois, la réalité est différente. Shun avait ressenti en Mimé une profonde blessure intérieure, et Ikki, grâce à l'illusion de Phénix, va découvrir le véritable passé du guerrier divin. Mimé est en réalité dévoré par la culpabilité et se voiler la face. Et ce qui est beau, je trouve, dans l'arc Asgard aussi, c'est que Ikki, de base, son illusion du Phénix, sert à détruire psychologiquement ses adversaires, là où dans l'arc Asgard, Ikki est un peu un psychologue, ça veut dire que grâce à l'illusion du Phénix, il va pousser ses adversaires à se livrer sur les sentiments intérieurs qu'ils ont en eux, que ce soit d'ailleurs face à Mimé ou même face à Sid et Bud, dont on va parler juste après. En réalité, Folkien a tué les parents de Mimé par accident, car ceux-ci l'avaient attaqué, et pour réparer son crime, il adopta le jeune Mimé et fera tout pour lui au péril de sa vie. Il était aux petits soins avec lui, mais un jour Mimé sera pris d'un excès de folie et de haine qui le poussa à tuer son père adoptif. Folkien mourra les larmes aux yeux et témoignera tout son amour profond pour celui qu'il considérait comme son propre fils. Victime de l'illusion du Phénix, en fait, Mimé sera profondément déchiré intérieurement et plein de haine. En fait, Mimé a un passé tellement traumatisant qu'il a vécu dans le déni. Il s'est menti à lui-même pour pouvoir vivre avec ce traumatisme. Son mensonge, répété je ne sais combien de fois, est en fait devenu sa propre vérité. Il n'avait pas le choix pour pouvoir vivre tranquillement avec cette culpabilité en lui. Sinon, il aurait jamais pu supporter tout ça. Il se mentait à lui-même, en fait, pour ne pas avoir à supporter le poids de cette culpabilité. Mais Mimé a trouvé en Ikki l'adversaire idéal, car celui-ci le comprend. Ikki, lui aussi, a vécu des choses terribles. Il était rempli de haine, mais il a réussi à apaiser son cœur, vous le savez. S'en suivra alors un combat à mort entre les deux, et pourtant on sent que Mimé ne veut pas l'emporter, mais surtout tester les sentiments de Ikki. Et Mimé trouvera ainsi la mort, le cœur légèrement apaisé, et dira des mots très touchants avant son dernier souffle. Si un jour je dois renaître, j'espère à nouveau pouvoir te rencontrer, mais cette fois en tant qu'ami. Oh purée, les larmes, merde! Les amis, préparez votre boîte de mouchoirs parce que là, on est sur 2 guerriers divins de fou, avec une histoire de dingue 100% masterclass. En plus, ils sont super forts. À Asgard règne une règle cruelle. Lors de la naissance de jumeaux, il est interdit de garder les 2 enfants, et un doit être abandonné. Et c'est le drame qui arrivera à une noble famille du pays. Une jeune femme accouchera de 2 garçons, Sid et Bud. Bud sera ainsi abandonné dans la forêt et livré à lui-même. Au moment de l'abandonner, son père a pris soin de lui laisser une dague à côté de lui, dague sur laquelle était gravé son prénom. La
vie de Bud n'a jamais été facile. Dès les premières minutes de sa vie, celle-ci était dure, contrairement à son frère Sid qui lui a eu la chance de grandir avec ses parents dans un milieu aisé. Bref, les années passèrent et Bud était contraint de chasser lui-même pour pouvoir manger. Mais un jour, en pourchassant un lapin pour pouvoir se nourrir, il tombera sur un garçon qui lui ressemble trait pour trait. Ce garçon avait de la peine pour l'animal et suppliera Bud de ne pas le tuer et lui donnera une dague en échange. Cette dague était exactement la même que celle que Bud possédait, sauf que sur celle-ci était marqué le prénom Sid. Dès cet instant, Bud comprit qu'il s'agissait là de son frère jumeau, et le voyant ainsi vivre dans le luxe alors que lui, il trimait jour et nuit, ça va le rendre foudrage. Mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort, il se servira de cette colère pour la transformer en motivation et s'entraînera jour et nuit dans l'espoir d'être reconnu à sa juste valeur. Les années passèrent et Bud a finalement été choisi comme guerrier divin tout comme son frère Sid. Néanmoins, alors que Bud pensait que son moment de gloire était arrivé, Hilda lui dira qu'il devra rester dans l'ombre de son frère jumeau et le protéger, et que le seul moyen pour lui de devenir le seul et unique guerrier divin de Zeta serait le décès de son frère jumeau. Bud est donc forcé de rester dans l'ombre et de protéger la personne envers laquelle il a le plus de haine. C'est chaud. Lors de l'arc Asgard, Sid devra affronter Shun dans un magnifique combat. Le chevalier d'Andromède, d'abord en difficulté face aux techniques glaciales de Sid, réussira finalement à s'en sortir après un duel acharné. Alors qu'il pensait pouvoir avancer dans sa quête, Shun devra faire face à un nouvel ennemi qui était là depuis le départ, Bud Dalcor. Mais le chevalier d'Andromède, trop affaibli, sera encore une fois secouru par son frère Iki qui prendra le relais. Ce combat fraternel d'abord entre Shun et Sid puis Iki et Bud est en fait un peu un match miroir, où on a d'un côté deux frères qui sont là l'un pour l'autre qui ont réussi à enterrer la hache de guerre face à deux frères que le destin a brisés. Bud laisse transparaître un cosmos rempli de haine, mais Iki, encore une fois, grâce à l'illusion du phénix, réussira à percer les réels sentiments de son ennemi. Bud a toujours aimé son frère malgré tout, il a toujours veillé à sa sécurité dans l'ombre, et malgré ce qu'il laisse transparaître au fond de lui, il a un amour fraternel profond envers Sid. Sid qui lui réussira contre toute attente à se relever et sécurisera Iki, suppliant son frère d'achever le chevalier phénix et lui avec. Mais Bud en est incapable. Même si Sid est condamné à s'éteindre, il ne peut se permettre de lever la main sur son frère, surtout que celui-ci lui a avoué que lui ainsi que ses parents ne l'ont jamais oublié et qu'il avait toujours une place dans leur cœur. Sid trouvera ainsi la mort sous les yeux de son frère, mais il est mort heureux d'avoir pu revoir son frère jumeau et de voir que leur lien est solide. De là, Bud abandonnera le combat et s'en ira, les larmes aux yeux avec le corps de son frère dans les bras. Bud rendra son dernier souffle et trouvera la mort suite à ses blessures et reposera auprès de son frère dans le froid polaire de Asgard. Paradoxalement, les deux frères n'ont jamais été aussi proches l'un de l'autre qu'au moment de leur mort. C'est beau, c'est triste, c'est incroyable, oui! Siegfried est entre guillemets le chef des guerriers divins et également le plus fort. Il est très dévoué à Hilda, il est pratiquement invincible car l'un de ses ancêtres s'est baigné dans le sang d'un dragon. Mais Shiryu réussira, grâce à l'aide de son vieux maître, à trouver le point faible de Siegfried qui, en réalité, est le même que le sien, son cœur. Le chevalier du dragon perdra néanmoins le combat et c'est Seiya qui réussira finalement à toucher le point faible de Siegfried. La princesse Hilda, à ce moment-là, est en PLS, tous ses guerriers ont été vaincus, mais les ennuis ne s'arrêtent pas là, puisque sur Asgard retentira une mélodie de flûte. Et c'est Sorrento de la sirène qui apparaîtra, un marine aux ordres de Poséidon qui révélera toute la vérité sur Poséidon, l'anneau des Nibelungen, etc. Siegfried, fou de rage, après avoir appris tout ça, donnera son saphir à Seiya pour qu'il puisse libérer Hilda. Siegfried s'en prendra alors à Sorrento, mais celui-ci est beaucoup trop fort pour notre guerrier divin. Siegfried fera donc une attaque suicide sur le Marina et s'envolera dans le ciel avec lui pour qu'ils meurent tous les deux. Un sacrifice sublime, digne de ce guerrier divin légendaire. Enfin voilà les amis, c'était tout pour ce top sur les meilleurs guerriers divins dans Saint Seiya. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon top et si vous êtes plus ou moins en accord avec mon classement. Et surtout, encore une fois, partagez-moi votre guerrier divin favori à vous. Personnellement, vous avez compris que moi c'est Mimé et de très loin. Je sais pas pourquoi, j'ai une affection totale pour ce guerrier divin. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'aimez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein de vidéos manga, animés, etc. Et plein de vidéos sur Saint Seiya qui vont continuer à sortir, car vous le savez, c'est ma licence préférée tout simplement. Bref les amis, vous l'avez compris, nous on se retrouve très vite. D'ici là surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!